Hey baby, wake up from your asleep. We have arrived onto the future and the whole world is become electronic, supersonic, supersonic, electronic. Bonsoir et bienvenue dans Électroniquez-vous, épisode 56, où je suis encore une fois en compagnie de Cyber. Bonsoir Cyber. Bonsoir. Tu vas nous présenter aujourd'hui, avant qu'on attaque la bestiole que vous voyez là, le fameux alternateur, me semble-t-il. Cette bestiole-là, t'as des choses à nous dire à son sujet. Oui. Alors, qu'est-ce qu'un alternateur? Tu sais? Ah oui, bah, relativement comme tout le monde, hein. Dans une bagnole, faut tenir la batterie chargée, et pour ça, on convertit de l'énergie mécanique en de l'énergie électrique avec l'alternateur pour charger la batterie. Bien. Mais il fut une époque où c'était pas un alternateur, hein. On appelait ça une génératrice, et c'était un courant continu qui sortait directement. Eh ben, je croyais que c'était encore comme ça, moi, tu vois. Non, c'est à peu près dans les années 60 qu'ils ont décidé de faire des alternateurs, qui étaient beaucoup plus petits, et plus rentables à fabriquer, parce que bon, ça demandait un peu moins de matière aussi pour mettre en service un alternateur de bagnole, tu vois. On prend celui de bagnole, mais il y en a que, bon, la taille fait que l'alternateur peut être mis autre part que dans une voiture, mais bon, ça on verra peu plus tard. J'ai déjà appris quelque chose, moi j'étais persuadé que c'était encore, ça débitait encore du courant continu, quoi, une dynamo classique, hein. À la sortie de l'alternateur, le courant est continu, mais la fabrication en elle-même de l'électricité n'est pas en continu. Tiens donc. Donc, c'est évidemment son rôle dans une voiture, évidemment de fournir toute l'énergie nécessaire pour le bon fonctionnement pendant qu'on roule. À l'arrêt, une batterie suffit pour tenir l'électronique en ordre, hein, puisque bon, voilà, les nouvelles voitures maintenant, c'est beaucoup. Voilà. Et puis l'électronique gère aussi l'économiseur de batterie, comme chez Peugeot, ils savent très bien le faire. Je sais pas si t'as déjà vu, quand t'es à l'arrêt et que tu mets l'autoradio, à un moment il s'éteint. Voilà, bah oui, il faut gérer tout ça, hein. Petit microcontrôleur suffit pour ce genre de choses. Et conneries. si tu ne redémarres pas le moteur 2 minutes, l'autoradio serait éteint si tu veux le rallumer. Ah ouais, d'accord. Bon. Donc, l'alternateur, c'est un système donc, de production électrique en triphasé. Bien souvent triphasé, celui-là. C'est le plus simple à mettre en œuvre, du moins pour le petit modèle. Il y en a qui ont beaucoup plus de phases, mais on va dire que plus il y en a, et moins vite ils tournent. C'est un peu en rapport de pôle les pôles des aimants. Hein. Alors, la petite image suivante, c'est le petit schéma qu'on va trouver. Le voilà. Ah oui, là, on voit bien effectivement que nous avons 3 bobines, 3 bobinages. Alors ici, on a le stator. Le stator, c'est la bobine qui est fixe, donc elle ne tourne pas. Le courant, évidemment, est fourni à un montage étoile, qui est du triphasé standard. Bon, on va passer les détails là-dessus. On redresse le courant des 3 stators pour fournir une tension à la batterie. Mais pour fournir une tension... Oui, le bon diode qui redresse les 3 phases en plus et en moins. Et évidemment, pour générer le courant pour qu'il soit stable, sur le rotor se trouve une bobine qui est excitée par un régulateur. Le petit bloc régulateur, d'ailleurs, c'est souvent ce qui tombe en panne sur les alternateurs de maintenant. Mais le problème, et on vient encore de l'avoir ici avec mon pseudo-fils, comme on dit, voilà. qui passe de temps en temps. Donc, il avait un problème ici avec l'alternateur. Donc, en général, la sortie d'un alternateur, c'est 14 volts. Oui. Ici, on avait un pic de 18. Ah, ça fait quand même beaucoup. Même pour charger une batterie au plomb, hein, parce que traditionnellement, une batterie au plomb de 12 volts, on lui donne un peu plus pour la charger. Hein. Oui, là, quand même, 18 volts, c'est pour ça qu'on met 14. C'est pour ça qu'on lui génère un 14 volts continu. 18, c'est quand même beaucoup, hein. 18, ça a la manie de faire exploser certains fusibles. Voilà. Bon, l'autoradio, par exemple, est très sensible à la tension. Donc, j'ai déjà eu le cas sur une de mes voitures au début que je l'ai acheté. Quand je montais, à froid, ça allait super bien. Et à chaud, l'autoradio s'éteignait. J'ai dit, Et puis, un jour,
J'ai une ampoule de phare qui a explosé. Ah, carrément. Ah oui, d'accord. Ah oui. Donc, il faisait nuit. Je me suis rendu dans une station-service du coin où j'ai acheté 2 ampoules qui m'ont coûté cher, parce que bon, faut le dire. C'est trop cher pour ce que c'est, on peut le dire, on a le droit. J'ai mis les ampoules. 30 secondes, il y en avait plus. Oh la rage qui a dû monter en toi. Oui. Alors, je me suis un peu posé des questions aussi, et que pour finir, j'ai découvert que l'alternateur, le régulateur était déjà prévu pour du 18 volts. J'ai pas compris pourquoi on a un régulateur du 18, mais bon. Donc j'ai changé le régulateur tout seul, parce que le prix d'un alternateur complet, ça varie entre une centaine d'euros jusqu'à des 600-700 euros, quoi. Voilà. Non, même plus, hein, parfois. Hein. Ça dépend. Même plus que de boules, d'accord. Ouais. Donc ici, on voit le système de charge avec le régulateur sur le stator. Le rotor, pardon. Le rotor, lui, est alimenté par des balais au charbon. Parce que le rotor, il tourne, hein, lui. Mais... Il est actionné par le moteur. Donc peut-être à l'image suivante. J'ai pas toutes les images en vue en plus. Et hop, ah, mais ça, voilà. Attention, hein. Tu dois avoir ta propre régie perso, là. Oui. Alors ici, voilà une vue décomposée d'un stator et d'un rotor. Le stator, lui, est fixe, contient 3 bobines qui sont montées en point commun avec les 3 sorties. Et le rotor tournant, lui, c'est une bague. Ici, elle n'est pas destinée, la bague, mais on va la voir plus loin. Et comme on voit, ça fait 2 sortes de triangles emboîtés. Alors, on va prendre par convention, par exemple, celle de devant, c'est le pôle nord. Donc la flèche qui va vers la droite, ce sera le pôle nord. Et la flèche qui va vers la gauche, c'est un pôle sud. Donc, ils s'alternent dans le stator, qui lui, le stator récupère le champ magnétique et produit... L'électricité. Voilà, suivant. Suivant. Voilà. Donc, voilà la vue d'un rotor qui est explosé, la vue éclatée d'un rotor. Donc, on voit, il y a 2 bagues sur l'arrière, et au milieu se trouvent les bobines d'excitation qui servent à fabriquer le champ magnétique du pôle nord, du pôle sud, de chaque côté, qui, en tournant, fait varier les champs magnétiques dans les bobines, et quand ça varie, qu'est-ce que ça fait? Ça produit de l'énergie toujours. Voilà. Suivant, on a, je pense, le régulateur. On l'a vu éclater. Oh. Oulala. Donc, quand on démonte un alternateur, chose sympathique à faire un jour, vous avez toutes les parties qui sont là. De la flasque jusqu'à la poulie. Donc on part de l'arrière vers le devant. Donc de l'arrière, on a le régulateur, le petit régulateur qu'on voit avec les capots de protection, évidemment, les capots qui sont dessus. La partie donc qui tient la mécanique avec les roulements et tout le bazar pour que tous les paliers pour que l'axe tourne librement, le plus librement possible, parce que plus il y a de friction, évidemment, plus il y a de pertes, hein. Voilà, plus il y a de pertes. De toute façon, il y a toujours des pertes par la chaleur, hein. Donc ça, c'est toujours. Il faudrait un bruitage de changement de diapo à chaque fois. J'étais en train de dire ça, c'est une très bonne idée. Il faudrait que je demande à Christophe d'ajouter ça dans le système de régie. Ah, ce serait pas mal, oui, en effet. Alors, on a le stator. Le stator, lui, les bandes du stator, en fait, traversent la flasque pour arriver à l'étage du régulateur où il y a le système de bobines et de diodes de redressement, parce que les diodes sont mises sur l'alternateur en lui-même. Elles ne sont pas montées en extérieur et elles sont ventilées pour être refroidies. Parce que plus tu dois fournir de l'énergie, plus tu produis de la chaleur. Alors, le rotor, le bloc de roulement, la flasque avant et le ventilateur. Et du coup, c'est rigolo parce que le ventilateur, il est sur le même axe que tout le reste, tu vois. Ah oui, ça tourne tout seul avec le reste, quoi. Oui, vaut mieux, hein. Et donc, ceci est monté avec une poulie, une simple courroie trapézoïdale, parce qu'il y a pas besoin de... Des fois, on a des courroies plates aussi sur certains. Mais bon, ça, c'est des voitures de luxe, on va te dire. Nous, on peut pas prétendre. Bah, pas encore. Quand on sera pensionné, peut-être. Oh là là. Allez, suivant. Hop. Que voici. Le petit régulateur, j'imagine. Alors ça, c'est un régulateur qui date des débuts des alternateurs. Parce que le régulateur en lui-même, au début, n'était pas intégré à l'alternateur. Souvent, ce qu'on trouve encore maintenant dans ce système-là, c'est souvent sur des motos.
qu'on peut trouver des régulateurs en extérieur, des régulateurs de tension qui font en même temps le pont de redressement et tout le bazar. Donc, c'est pour ça que souvent, dans les moteurs ou dans les alternateurs, il y a 3 fils de même couleur, puisque tu as les 3 phases d'alimentation, et le point central, lui, des bobines, de toute façon, lié à la masse. Donc, pour la production électrique, voilà. Après, ils ont décidé de faire, à la diapo suivante, de réduire le régulateur et de l'intégrer à l'arrière de l'alternateur. Donc, on a diminué de taille. On est déjà sur un truc intégré, là. Voilà. On va voir un schéma après. Il y a un schéma normalement un schéma simplifié d'un régulateur de tension. Donc, tout ce petit module-là tient à l'arrière d'un alternateur. La moyenne de prix, ça part à partir de 25 €, je vais dire, jusqu'à des centaines d'euros. Ça dépend de l'électronique. Depuis trop cher pour ce que c'est, jusqu'à c'est une grosse arnaque. Voilà. La gamme de je vais dire que, bon, ici, on va reconditionner un alternateur. Bon, une Fiat, c'est pas une grande voiture, hein. Fiat Punto, hein. Pour pas citer. On va reconditionner l'alternateur, parce que l'alternateur en lui-même est bon, les stators, les rotors sont bons, mais en fait, c'est le régulateur qu'il faut changer. Donc, on sait en avoir sur Internet, mais si vous allez chez le concessionnaire, il va plutôt vous faire vendre un nouveau alternateur complet. Parce que pour lui, c'est pas rentable. Bah, évidemment. Évidemment. Mais sur Internet, en cherchant un petit peu, il y a beaucoup de sites français qui proposent beaucoup des pièces détachées comme ça de véhicules nouvelles, dont les régulateurs d'alternateurs. Ce qui est beaucoup plus économique, évidemment, à changer, parce que si on change tout le bloc, la différence de prix entre un petit module et un gros, voilà. Ouais. Avec les bobines, et souvent, ce qu'ils font, c'est que quand tu vas chercher par exemple un nouveau alternateur et que tu ne sais pas démonter, il y a une caution. Donc tu dois ramener ton ancien alternateur maintenant pour soi-disant le recyclage. Je suis pas sûr. Ouais, je suis pas sûr non plus, non. Ça s'appellerait plutôt du reconditionnement de deuxième main. Ouais, ni vu ni connu. Voilà, on te change s'il y a un stator qui claque, c'est plutôt rare parce que la capacité du stator est quand même assez haute, mais souvent le régulateur est à changer, ça coûte pas très cher, et d'un alternateur qu'on récupère en panne pour avoir mis un échange standard, ben on le vend 2 fois. Ouais. On n'est pas très malin, mais faut pas nous prendre pour des cons non plus, tu vois. Ouais, bon voilà. C'est parce que j'ai eu l'occasion de pouvoir travailler un petit peu dans un garage, donc on voit un petit peu les nuances un petit peu d'arnaque côté véhicule. Non, pas arnaque, comment dire, astuce, il faut dire. Ouais. Oui, pour nous c'est des astuces. Des astuces, voilà. S'il te plaît. Tu sais, on pourrait très bien dire au client, tiens, on vous a changé l'alternateur alors qu'on a changé que le régulateur. Voilà. Tu vois, le client, lui, il y aura avec du feu, sauf s'il connaît le système. Là, par contre, c'est pas une astuce, là, c'est une arnaque. Ouais, mais voilà, on n'est pas non plus pour arnaquer non plus. On reste quand même dans la logique des choses. Alors, à la diapo suivante, je pense qu'on va voir un schéma d'un régulateur. Non, raté. Non, c'est pas considéré. Non. Non. C'est un autre modèle de régulateur qui lui est encore. On voit la forme d'ailleurs, si tu vois la forme de la coque noire. Oui. Ça te rappelle rien du tout. On dirait les prises allume-cigare. Non, c'est pas une prise allume-cigare. Non, mais on dirait un peu, hein. C'est pas surprenant d'avoir ce truc-là, sur l'habitacle. Ça, c'est pas dans la ouais, c'est pas censé me rappeler un truc. Un transistor. Ah, les gros plats, ouais. Voilà, les gros transistors TO3. Pas en dessous, et le boîtier fait la... Ouais. C'est un TO3, pour la référence du boîtier. D'accord. Et c'est évidemment cette forme-là de boîtier, avec, il y a parfois 2-3 pattes de plus, puisque tout l'ensemble des régulations tient dedans. Ouais. Et ici, donc, on voit les 2 balais, et la borne D+, qui lui est la sortie vers la batterie. Par contre, blague à part, quand on met les composants dans ce boîtier-là, ce que je sais, c'est que souvent c'est des trucs qui chauffent, hein. C'est des trucs de puissance. Oui, c'est des trucs de puissance qui chauffent. D'ailleurs, il est souvent monté sur un dissipateur thermique. Ouais. Tout dépend, évidemment, ça dépend beaucoup du type de véhicule que tu vas utiliser. Si tu utilises un véhicule, je vais dire comme moi, un vieux taco des années 90,
un petit régulateur, ça suffit largement. Il n'y a pas d'électronique, il n'y a rien du tout. La seule chose qu'il doit gérer, c'est un petit boîtier électronique pour l'injection. Bon, bah, ça consomme pas des mille et des mille, quoi. Ouais. Je veux dire que maintenant, les gros véhicules, ils ont du bordel, hein. Avec l'électronique, alors là, on a besoin d'alternateurs qui font parfois 90 ampères sans problème, quoi. Ils peuvent sortir 90 ampères, enfin 90 ampères en charge. Hein. Et pourtant, j'ai toujours pas de pistolet laser sur ma bagnole, hein. Il y aurait plus personne sur les autoroutes, alors. Ah, là, j'aurais une paix royale. On va demander qu'ils mettent un gros bip. Mais non, pas un gros bip. Pourquoi un gros bip quand on fait la transition? La transition. C'est ça, c'est le changement de diapo. Ne confonds pas tout. Alors, passons à la suivante, où là, ce sera le schéma, normalement. Voilà. Ah, une diode Zener, ça me rappelle un épisode 2, donc. Voilà, justement, j'en venais sur justement cet épisode sur les diodes Zener et la régulation qu'une diode Zener peut apporter à un système de charge. Ici, la diode Zener, elle pilote un transistor qui pilote un deuxième transistor pour la régulation de puissance sur les balais du rotor. C'est la version simplifiée d'un régulateur de Attends, non, c'est parce que je lisais le message de Julien. D'accord. Il faut pas trop lire les gens, ou alors tu fais genre mine de rien, quoi. Ouais, c'est ça, quoi. Ouais, c'est perturbant parfois. Ah, ils sont perturbants hein, dans la chatroom. Ouais. Bah, évidemment, vous qui êtes sur YouTube, vous pouvez pas savoir, mais c'est parce que vous faites pas les choses comme il faut. Faut venir le samedi soir à 21h sur la scène Twitch Studio Renegade. Moi, j'ai fini la promo. Alors, il faut se dire qu'un alternateur, il est capable de presque quasi s'auto-générer avec un tout petit peu de courant, le peu qui reste dans une batterie est suffisant pour lui se mettre en autoproduction à la tension programmée. C'est pour ça qu'en général, quand on pousse une bagnole, ça démarre quand même. Ouais. Quand on a l'injection et tout le bazar, quand on a des gros systèmes d'injection, on est obligé dans une batterie pour pouvoir démarrer parce que la pression d'essence, c'est une rampe commune, donc elle doit se mettre en pression d'office, sinon elle injecte pas d'essence dans le moteur. Donc, si ta batterie il reste vraiment rien du tout, bah, en poussant un petit peu, bah, tu vas pousser quelques mètres et hop, la voiture elle démarre parce que l'alternateur va... Mais que tu débranches la batterie, c'est fini quoi. Non, parce que l'alternateur, lui, continue à tourner. D'accord. Il y a tout, il reste, quand tu mets de l'électronique, il y a toujours des condensateurs de charge, quelque part. Oui. Donc, la tension requise pour que le système de régulation tienne, il faut pas beaucoup. C'est pour ça qu'on peut avoir une batterie qui est quasi même morte. C'est d'ailleurs à ça qu'on reconnaît si un alternateur est défectueux ou pas. Sur certains, dans certains cas, on va dire, lorsqu'on débranche une batterie, normalement, le véhicule est censé continuer à fonctionner. Donc, en état en marche, hein. Quand tu débranches la batterie, le véhicule s'arrête. Je pense qu'il est temps de changer. Tu vois, c'est un peu le truc du mécano, où on peut très vite comprendre le système du truc. Et donc, ici, ce régulateur-là, lui, envoie du courant dans le rotor qui génère le champ magnétique. Le champ magnétique, lui, est variable suivant la tension de sortie qu'on va avoir quand elle va être redressée et tout ça. Comprenez-vous? Alors, la suite. C'est pour ça qu'en même temps, tu vois, je revenais sur la diode Zener, tu vois, on revient toujours sur des épisodes un peu... Tout s'interconnecte, hein, on pourrait presque croire que c'est fait exprès, hein. Alors ici, on montre un alternateur qui est évidemment de beaucoup plus grosse puissance, qui sort lui de mégawatts. Non. Bah si, non. Ce que tu m'as fourni, ça n'a pas tellement rapport avec les alternateurs, à mon avis. Hein. Si, hein. Le fonctionnement d'une centrale nucléaire? Oui, la sortie, c'est un groupe alternateur qui est derrière. Ah oui, d'accord. Ah non, je pensais que tu t'étais complètement viandé dans tes diapos. Ok, tout va bien. Non, c'est parce qu'en fait, presque tous les types de centrales de production électrique sont avec des alternateurs. Et là non plus, on n'utilise pas des dynamos à courant continu. Non. Tiens, hein. On a prévu des alternateurs. Et eux, l'avantage, vu que la taille est beaucoup plus grosse, on augmente le nombre de pôles, les pôles nord et pôles sud sur les rotors et les stators. Et plus il y a de pôles sur les axes, moins la vitesse est grande à faire tourner. C'est un rapport.
C'est un rapport suivant le nombre de pôles sur l'alternateur, qui lui, ben, s'il a que 2 pôles, il va falloir qu'il tourne beaucoup plus vite pour faire du 50 Hz. Ouais, ouais, ouais. Bon, s'il a beaucoup plus de pôles, il va tourner moins vite et il va fournir du Donc 50 on peut Hz. adapter son alternateur à la vitesse de rotation qu'on aura en fait dans la mécanique, quoi. Oui, ça peut très bien se faire. Il suffit d'adapter le nombre de pôles au nombre de tours que tu dois avoir. Ça permet de faire moins de transformations mécaniques, parce qu'on peut changer ça aussi, hein. On peut convertir une vitesse en couple et inversement. Ouais, ouais. Mais Donc ça peut être alimenté par du vent, par de l'eau, par de la vapeur, par n'importe quoi. Bon, une fois que tu as défini ton nombre de tours minutes, ben voilà, tu fais ton alternateur en fonction de. Et t'as une production, t'as une centrale de production qui a de bonnes performances, quoi. Alors, suivant. Allez, adieu la Déjà- centrale nucléaire. Non, ceci n'est Ouais. pas un message. Si, c'est un message. Adieu la centrale nucléaire. Voilà. Hop, donc suivant. Alors, évidemment, ici, voilà, un système, par exemple, c'est un alternateur. Il Oui. n'est pas complet, hein, il manque des pièces dessus, hein, je dis déjà. Il est artisanal un Ici, peu, non? Ici, c'est la partie stator. Ben, tu vas aimer parce que c'est un sujet que tu vas peut-être bien aimer quand tu vas partir en Corée. Ce système de rotor qui était bobiné à la main, parce que j'ai regardé un peu la vidéo qui était assez sympathique de la fabrication de ce système-là. Ça ne te dit rien de ce que ça peut être. Peut-être, avant que je ne le dise. Non? Non, rien en particulier. Alors, quoi. c'est une D'ailleurs, éolienne. pour ce que j'en vois, ça aurait pu bien être un moteur. Le début d'un moteur aussi. Hein. Une éolienne. Ça peut très bien être un moteur parce que le système est réversible. Hein. Bah ouais. Bon, ça c'est pas un D'accord, problème. c'est pour ça, une éolienne. Alors Et ça pourquoi- c'est le pourquoi système le- du stator de l'éolienne. Pourquoi le mec il fabrique lui-même son alternateur pour son éolienne par contre? C'est Bah pour je le ne sais fun pas. ou il arrive à avoir de C'est- bonnes perfs à pas cher? Il y a des meilleures performances à utiliser ce système-là avec des aimants permanents. Ici, dans les éoliennes, on utilise des aimants permanents. Tu vois les fameux aimants, comment on les appelle ceux-là Allez, les blocs là, d'aimants là. Ah, je tombe plus sur le nom. Non, j'ai plus le nom. Si quelqu'un a le nom, mais ça, c'est intéressant de. Il y a Moriarty qui me fait rire parce qu'il dit je vous invite à revoir les premiers épisodes de V où je vous disais un jour on fera un réacteur nucléaire, on s'approche. Ah non, je vais pas jusqu'à là quand même. Donc ici, on va utiliser donc l'énergie du vent. Comme on n'a pas un, hein Tu crois que si je tape acheter uranium sur Google, je vais avoir des problèmes? Non, je crois pas. On va pas être tracé pour ça. Hein. Ah voilà, des aimants néodynes. Ah merci Moriarty. Il a suivi. Ah, Tu c'est vois, ça que tu cherchais, mais oui. il y en a, ouais, des néodynes. Il y en a au moins qui suivent, tu vois. Par T'en exemple, as ça en est. Hop, voilà. Ils sont Ah, très ah oui, ça colle. costauds comme aimant Très permanent. costaud. Donc ici, c'est la partie fixe. La partie des bobinages qui est fixe, qui, elle, en général, pour que pour le fonctionnement, on le noie dans de la résine, tu vois. Ah, Pour bien Quelle stabiliser le tout. Et sur l'axe tournant se trouve une plaque qui fait le diamètre donc du stator, avec tous les aimants montés dessus. Donc alors la non, force du vent. non, attends. Non, les trolls d'internet qui vont regarder cette vidéo sur YouTube, je vous vois venir tout de suite. Il y a pas de question d'énergie limitée, mes couilles, parce qu'il y a des aimants permanents et des bobines, vous arrêtez tout de suite. Je vous vois, je vous juge. Cyber à toi. Ouais, ok. Sympathique l'intervention. Donc, c'est des montages chez maison parce que c'est parfois dans des endroits où tu trouves pas tous les matériaux pour pouvoir en produire. Donc, tu as quand même assez bien de rendement parce que j'ai un ami qui avait pris le même système d'éolienne dans ce genre-là. Il a pas fait lui-même, mais bon, c'est un modèle un peu presque commercial, on va dire. Et il a été même étonné de voir le rendement que ça pouvait donner, même que c'est petit. Il faut très peu de vent pour faire une production électrique. Parce que les aimants, plus tu en mets, plus ils sont puissants, plus le champ magnétique est induit dans les bobines. Intense, oui. Et quand un champ magnétique est induit dans une bobine, ça produit évidemment un courant. électrique, toujours. Après, il suffit de le redresser pour avoir un courant continu. Et au pire,
on met un régulateur, si on met des batteries, pour éviter de dépasser les tensions de charge et pas faire exploser ces batteries. La suivante, c'est du triphasé, hein, ici, je précise, hein, vous voyez les 3 phases. Oh. Ici, par exemple, c'est un bricolo qui a pris un alternateur de voiture pour faire une éolienne. Ouais, mais ça va, niveau vitesse, couple, tout ça. Mais justement, moi, je me pose des questions. J'ai jamais essayé, et je me pose des questions quand même, point de vue de rendement. Hein. Parce qu'évidemment, un alternateur, bon, quand tu comptes, un moteur tourne en général entre 1000 et 1200 tours minute. Oui, il y a un petit problème. Quand tu allumes tes phares, oui. Quand ça tourne au ralenti, que tu allumes tes phares, si tu mets un tout petit peu d'accélération, l'intensité des phares monte légèrement. Ouais, on peut le voir, ouais. Tu vois? Donc, c'est à la limite, avec ça, il faut presque un multiplicateur de tours. Donc, je suis pas sûr que ce système-là fonctionne. Hein. Ah, il y a Julien TH37 qui a l'air d'y croire. Ouais, moi j'aurais cru. Mais je pense aussi que augmenter la vitesse, tu sais, avec ces systèmes à engrenage pour faire ça. Mais je pense aussi que si tu changes la tension d'alimentation du rotor, donc t'enlèves le régulateur d'origine et tu changes par peut-être un autre régulateur qui lui peut permettre d'avoir un bas régime de la puissance. Merci l'Alpagajo pour ton sub. Ah, merci pour le sub. Plus qu'y croire, je l'ai fait, dit-il, Julien TH37. Même un moteur de machine à laver, nous disait-il. Un moteur de machine à laver? Ah bon? Je sais pas qu'il pourrait être réversible, tu vois. Ça dépend des moteurs. Il y a des moteurs qui sont des moteurs qui sont pas. Ça, ouais, on pourrait essayer. J'ai pas encore essayé le système. Oui, bien sûr. Bien sûr que ça fait de la perte. C'est histoire de... Je suis surpris que la vitesse suffise à avoir quelque chose de correct. De toute façon, je suis pas sûr qu'on puisse avoir un système avec un rendement incroyable non plus. Hein. Entre ça marche et ça a un rendement de merde, tu vois. Le pas est court, le pas est très court, mais bon. Il faut toujours optimiser de toute façon les systèmes. Bon, c'est en essayant qu'on apprend, donc j'ai pas encore essayé, mais j'y pense. J'ai un vieux alternateur là qui traîne, et je pense que je vais peut-être bien essayer un de ces 4. Mettre ça sur un tube d'eau. Hein? Tu vas faire des pales Non, je vais pas les faire en PVC. J'ai vu un super tuto qui permettait de faire des pales pour des éoliennes avec des tuyaux de 110, des tuyaux de PVC de 110, ouais. À la manière de les couper, comme ils sont déjà ronds, donc la manière de les couper peut faire des pales pour une éolienne. Ça, c'est intéressant. Ouais, ou alors on l'a fait à l'ancienne comme en Amérique avec des petites palettes de bois. Eh, si t'arrives à quelque chose, tu montreras ça, hein. Oh, mais ça, c'est réservé pour l'été, hein. Ça, on n'y est pas encore, hein. Parce qu'avec le temps qu'on a pour le moment en Belgique, c'est pas trop le temps de travailler dehors, hein. Ça, c'est sûr. Alors, c'est quoi? C'était la dernière image ou il y en a encore? J'attendais que tu me dises diapo suivante pour te dire que c'est la dernière. Ah non, c'était la dernière, voilà. Donc, on peut voir quand même qu'un ordinateur est une machine quand même de production qui est assez simple. Ça paraît compliqué au premier abord, mais c'est d'une simplicité enfantine, et qu'on peut réutiliser les éléments d'un alternateur pour produire de l'énergie verte. Ah ah. Pensez-y. Et des alternateurs, on peut en récupérer là où on veut. Donc, oui, c'est si facile que ça de mettre la main sur un vieux alternateur. Oui, hein. Dans les démolitions de voitures, tu trouves ça pour une cinquantaine d'euros, t'en as un, quoi. Ah, quand même, hein. Ouais, bon, c'est une cinquantaine d'euros, hein. Bon, bah après, il faut le démonter, le nettoyer complètement, et puis bien nettoyer les roulements pour limiter le frottement Le frottement, ouais. C'est toujours les lignes, hein, d'ailleurs, pour les rendements. Bon, ouais, mais bon. Voilà, on fait avec les moyens, quoi. Tout à fait. Voilà. C'était nos systèmes d'alternateurs d'aujourd'hui. Petit sujet sympathique. Merci pour ce sujet. J'espère que tout le monde a compris. Non, ils dorment. Ouais, ça parle pas beaucoup, hein. Ah, ils sont plus intéressés par les passages de Chantal dans la grotte qui fait de la SMR. J'ai pas entendu, moi, perso. Ah bon? J'ai pas entendu. Ouais, bon, enfin... Ou alors ils parlent d'autre chose, hein. Enfin, ils ont entendu autre chose. Non, pas Bon,
Du coup, Allez. on va passer à la suite. Le démontage d'une box d'un opérateur câblo bien connu. Voilà. Je pense que vous aurez reconnu. Je voulais savoir ce qu'il y a là-dedans, exactement. Alors, pour rappel, hein, ce sont des box où, ici, on fout une carte à puce, voilà, qui est liée à son abonnement. Nous avons de l'USB qui doit servir que pour le service, parce que j'ai jamais rien lu à son sujet pour l'utiliser. Ici, nous avions un accès pour aller y foutre un disque dur pour enregistrer des programmes vidéo. Entre parenthèses, j'en profite pour passer un message. Si les gens savent de quelle manière c'est encodé sur ces disques durs, j'ai pas encore regardé, mais j'ai des trucs à récupérer sur un disque dur d'une de ces box. Je pense que c'est des partitions sous Linux. Oui, ça probablement, mais ils ont pas encodé le contenu. Pas chiffré, ou je pense qu'il doit être chiffré quand même. Ouais, c'est ça. Si quelqu'un a des infos, vous m'envoyez ça. Très gentiment sur le Slack, ça fera plaisir. Et côté IO, par contre, on avait du monde, hein, parce que cette box gérait en même temps Internet. Donc, nous avons l'entrée câble, la sortie d'antenne. Alors ça date d'un passé révolu. Cette sortie d'antenne, comme on dit là, c'est aussi du coaxial. Merci pour ton sub. C'est aussi du coaxial. Et ça allait jusqu'à votre télévision du temps du câble coaxial analogique, pour la télé analogique. Donc ça existe plus, ça. Voilà, ça existe plus. Bah si, en Belgique, on l'a encore. Hein. On va dire qu'en Belgique, les distributeurs de télé, ils sont tellement radins qu'on n'a pas la TNT. Donc non, il n'y a que les RTBF, la chaîne publique sur la TNT, c'est tout. T'as pas les autres. Donc la TNT, elle sert à rien. T'as Euronews. Je vais pas lire ton commentaire à haute voix, Floz, mais tel que moi je l'interprète, c'est pas CGU. Voilà. Alors merci à Sheby qui a mis un Twitch Prime aussi. Oui, j'en ai parlé. Nous avons les 4 sorties Ethernet parce que ça faisait box Internet. Nous avons une prise Péritel, si. Donc qui était une sortie en fait. Une sortie quand tu veux pas la HD ou quand nous par exemple on a utilisé ça sur notre box par le passé pour y foutre un émetteur. Pour qu'une seconde télé... Ah ouais. Voilà. Ça se faisait... 2 gigas. Voilà. Il fait en même temps décodage télé en même temps alors cette box. Ah oui, ça fait décodeur télé et accès internet, modem routeur. Voilà. Carrément quoi. Joindre l'utile à l'agréable de n'avoir qu'un seul appareil. Vas-y. Oui, l'utile à l'agréable, ouais. Tu verrais comme ça plante cette merde. C'est ni utile ni agréable. Bon bref, la prise HDMI, sortie audio optique, numérique, analogique aussi, 2 prises de téléphone, parce que ça gérait ça aussi, encore de l'USB qui sert à rien évidemment, et l'alimentation. Et ici nous avons un petit bouton qui est marqué éjection module Blu-ray. Parce que oui, cette box... Non. Cette box, paraît-il, que tu pouvais virer la face avant, voilà, comme ça, et que tu pouvais venir caler ici un module lecteur Blu-ray en option que j'ai jamais vu chez mon câble opérateur. C'est quoi comme connectique? Ah, c'est du SATA, bah tu me mets n'importe quel lecteur. Alors lecteur de PC portable. Ce n'est pas du SATA. En fait, quand tu regardes le port, on dirait plutôt un port PCI Express, hein, si tu regardes. Ah ouais, on voit pas la petite... Désolé, j'avais pas vu le... Ça ressemble plutôt à ça. Donc voilà l'idée. Ça c'est pour le tour d'horizon. Mais en fait, c'est la boîte qui fait tout, quoi. T'as ça fait tout. Sert à alimenter le Raspberry Pi que tu as mis à côté pour faire un Media Center. C'est exactement ça. Ah oui. Oui, non, c'est la boîte... Alors... On va voir le côté optimiste que tu as et le côté pessimiste que j'ai. C'est la boîte qui fait tout, ça c'est ta partie. Mais qui fait rien de bien, ça c'est la mienne. Ah ok. Elle fait tout, mais elle fait tout mal, si tu veux. Ça rame à mort, rien que les menus de cette saloperie, mon dieu, c'est à la limite de l'utilisable. C'est pas optimisé, quoi. Ben non, parce que dedans t'as un processeur de calculatrice à mon avis, on va regarder tout à l'heure ce qu'on va y trouver, mais évidemment il s'amuse à te faire des menus avec des animations, avec la vidéo et tout. Ah oui, ok. Vous n'avez pas la puissance de faire ça. Pourquoi on attend des secondes que les animations arrivent à s'exécuter en saccadant un mort, alors que vous aurez pu faire des changements directs? C'était mieux, en fait. Déjà qu'on a déjà pas des PC qui marchent bien, alors pas demander à Runbox qui fonctionne mieux, quoi. Oh, parle pour toi, moi j'ai des PC qui marchent bien. Hein. Ah. Ça va. Alors là, je vais peut-être avoir un problème, par contre. Quoi?
que j'avais pas envisagé avant l'émission. C'est que voir... Alors, il y a des vis torques, ce qui n'est pas un problème. Simplement, je vais pas pouvoir ouvrir ça avec mon porte-vis, mon porte-pièce habituel, parce que c'est très long. C'est très long et très fin. Et à mon avis, ça va jamais aller jusque-là. Sinon, j'ai un pied de biche. Hein. Oui, ça ira bien aussi, hein. Tu vois ça ira pas jusque-là. Hop, on va pas se cacher. Voilà, ça n'ira pas jusque-là. Alors, du coup... Sorte le marteau, comme Nico il dit. Hein. Ah, alors, tu vois, j'allais dire, j'ai des tournevis torx longs et fins, sauf que là, c'est les torx de sécurité qui ont la pointe au milieu, tu sais. Donc, ces pièces-là, ça marche. Ouais. Voilà, mais il faut que ce soit beaucoup plus long que ça. Bon, bah c'est une émission qui aurait été courte. La pince. Alors ça c'est référence à un EV-off que vous aurez jamais vu sur YouTube, où je massacre un Arduino à la pince coupante. Bon, oui, c'est un EV-off. Du coup ça va attendre probablement indéfiniment, parce que je pense pas que je vais acheter des tournevis comme ça. C'est un fail, un joli fail. Ah, ils sont chiants avec leur bouche de sécurité. Qu'est-ce qu'ils sont chiants. Heureusement, j'en ai une autre. Ouais, c'est vrai, ça devrait que ça, c'est un sérieux. Qu'est-ce qu'il raconte? Le mec prépare bien ses EV. Ah, mais je vous fais pas tout le démontage avant pour le refaire en live et faire « Oh, j'ai jamais démonté cette box. C'est ça que vous voulez? Bon. » Bah, t'aurais pu préparer. J'ai celui-ci aussi. Ah, Thomson. C'est un Thomson qui était aussi délivré par le câble opérateur. Nous avons ici aussi toujours, hop, le lecteur de cartes. Évidemment, beaucoup moins sophistiqué. Salut Tugbert. Et alors, celui-ci, par contre, il faisait pas la HD du tout, hein. C'est encore à l'ancienne, ça. Voilà, sur le câbleau, il fait pas enregistreur non plus d'ailleurs. Péritel, sortie numérique audio et analogique audio, multi-TV pour, voilà, et Ethernet. Et oui, il y a une prise Ethernet. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça date du temps, on était quand même vachement dans la logique. Et en fait, il te fournissait de base une petite connexion Internet du genre 56K, tu sais, gratos. Oui. Voilà. Et avec chaque modem de base comme ça, t'avais le 56K, quoi. Gratos. Fallait trouver le bon service, hein. Julien trouve ça plus intéressant comme box à démonter, c'est ça? J'ai bien compris. Ah, c'est des 800 croix, donc ça va. Ouais. C'est tellement vieux qu'ils avaient pas inventé le torque. Ouais, c'est ça, les torx. Mais alors, c'est chiant, ces torx de sécurité. Ça aurait été des torx classiques. J'avais les tournevis longs. Ben oui, on a alors, la télé en Belgique. Pour cela, non, j'ai les pièces sur le kit iFixit, mais c'est pas si long que ça, quoi. C'est vrai qu'ici en Belgique, je pourrais te démonter de la première génération jusqu'à la dernière génération des décodeurs de Proximus. J'ai toutes les boîtes, j'ai toutes les boîtes de tous les modèles. Ah ben, t'as une fameuse collection. Alors j'ai un problème par contre, comment je vais faire? Il y a une étiquette ici qui dit pas de garantie si l'étiquette abîmée. Je crois qu'il y a encore une garantie après ça. Non mais c'est un vrai problème, comment je vais faire moi du coup? Là tu la casses. Non, il faut pas la casser. Du coup je vais pas l'abîmer, parce que sinon il n'y a plus de garantie. Je vais la découper au scalpel, vous voyez? Voilà, c'est mieux non? Mais il y a quand même plus de garantie là. Ouais mais c'est propre au moins. Oui, Nico, je sais, Proximus, ça fait un nom de robot. On peut rien, c'est une marque belge. Avant, c'était Belgacom, et puis avant Belgacom, c'était la RTT. Et les connexions Internet qu'elle avait avec, c'était géré par Skynet. Je te jure, ils ont utilisé le nom Skynet. Ils ont pas Terminator. Ça m'a tilté, c'est quand j'ai regardé la première fois Terminator, ils ont parlé de Skynet, et puis je dis, putain, on va tous être envahis. On est dans la merde. Je vais me dire à mon frère, je dis, on va être envahis. Il y a Skynet qui gère les connexions Internet. Il faut arrêter. Ça devient une psychose. Et c'est l'heure de notre grand jeu, le pourquoi que ça veut pas coulisser ce machin. Ça vient par ils auraient pas... Parfois on faisait ça sur certains appareils. Il fallait virer la face avant pour avoir accès à une autre vis. T'as déjà vu ça? Non. Moi j'ai déjà vu un truc pareil. Oula. Et puis après, on va réutiliser la face pour faire une horloge Nixie. Pour compléter l'horloge en dessous. Voilà. Enfin, ça dépend, on voit ce que c'est comme face, hein, ce qu'ils ont mis dans la face. Sur Proximus, on a eu des LED bleus. Non, c'est pas ça. Il n'y a pas de vis supplémentaire, c'est juste super dur à enlever. Mais ça vient, hein. Petit à petit, ça vient. Vas-y, tire. Tire dessus. Quand tire dessus, ça va venir. La pointe à l'intérieur de l'empreinte, quand le diamètre est petit, c'est fragile. De quoi il parle?
fais sauter la pointe à l'intérieur. Quoi? Jette-le au mur. Ah, voilà. Ah. Nous y sommes. Pas Alors. grand chose là-dedans. Ah bah non, il n'y a pas grand chose. Hein. D'ailleurs, ça faisait pas grand chose non plus, si tu veux. D'ailleurs, on peut voir que le lecteur de cartes est réduit à son plus simple appareil. On a un début de guide au début. Et voilà quoi. Ouais. Donc c'est même pas relié en fait. C'est même pas une pièce ensemble. Des stocks de sécu. Ouais. Une fois que la carte est insérée dans la fente, on va tout seul pour aller jusqu'au bout. Hein. Quoi? Je dis, une fois que la carte est insérée dans la bonne fente, ça va jusqu'au bout tout seul. Hein. Ah oui, tout à fait. Ah, alors là, on peut voir une technique habituelle d'obsolescence programmée. Est-ce que tu la vois comme moi? Les condensateurs. Ouais, j'en ai déjà réparé beaucoup des trucs comme ça, sur des box notamment. Alors, les condensateurs qui supportent mal la chaleur. Ceci est un dissipateur thermique. C'est un composant qui chauffe. Vous voyez? C'est pour ça qu'en hiver, on a chaud quand on allume les décodeurs. Normalement, autour d'un composant qui chauffe, on met pas des condensateurs comme ceci électrolytiques. Hein. Si, mais de qualité industrielle. Oui. Hein? Tu sais comme moi, si on met là-dedans. J'en ai mis dans ma télé Samsung, et ça fait depuis que je suis avec Chantal que j'ai la télé, elle a jamais rendu l'âme. Eh oui. Eh ouais. Donc voilà, ça c'est le genre de truc que j'ai déjà beaucoup fait. Notamment on avait en fait, à un moment donné, on avait une box enregistreur qui était sous format platine comme ça. Qui cessait de fonctionner tous les 1 an et demi à peu près. J'ai remplacé 2 fois les mêmes condensateurs. Et là, la première fois j'ai juste remplacé, la deuxième fois j'ai mis des fils et je les ai mis plus loin quoi, tu vois. C'est un bloc d'alimentation. Oui. Voilà. Ouais, parce qu'à la longue de les changer. Donc c'est quand même légèrement fait exprès, si tu veux mon avis. C'est partout pareil, je t'inquiète pas, c'est partout. Ah oui. Ouais. Non mais je veux bien le croire, hein, y'a pas de souci avec ça. Donc la carte d'alimentation, tiens. Tu sais quoi, je vais faire un peu le vide là-dedans, je démonte tout ça. Voilà. Ouais, on va voir de près. Parce que ça va être à mettre sur les cartes à récupérer quelques composants éventuellement, ou tu sais, j'ai toujours une boîte à scrap. Ouais. T'as aussi ça, j'imagine, hein? Oh oui. T'imagines pas? Des boîtes à chaussures complètes. Ah ouais. Je comprends tout à fait, mais on trouve toujours le petit bitouniou qui nous manque quand même, hein. C'est ça l'avantage. Parce que si tu dois commander des pièces parfois, et Dieu sait qu'en Belgique on est très mal fourni en électricité. Ah oui. Oui, quand même, oui. Il est bien de récupérer. Voilà. La platine d'alimentation. Il y a les tensions d'alimentation, non? Ouh, c'est des grosses pistes, ça, dis donc. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose là dans les tensions? Secondaire. Ah, tu vois? Il te note le primaire, la partie primaire du PCB, du secondaire. Il y a un condensateur qui est pas monté, là, tiens, on sait pas pourquoi. C'est jamais très compliqué à repérer, d'ailleurs. Quand on regarde le circuit imprimé en dessous. Par les mêmes, ouais. Il lui manque plein de composants, en fait. Alors... c'est pour économiser le budget. En continu du 1V8. Alors ça m'étonne, le 1V8. Mais l'Ultravolt 3, c'est pas surprenant. 5V, c'est pas surprenant non plus. Et aussi du 12V, c'est un peu plus surprenant. S'il sort du 1,8, est-ce que l'écran de face... On va voir peut-être l'écran de façade avant, ça doit être un phosphorescent, tu vois. D'accord, oui. Et c'est la tension d'alimentation du petit fil qui chauffe juste devant. D'accord, oui, c'est peut-être bien ça, ouais. Parce que je crois que c'est ce type d'écran, effectivement. En tout cas, c'est rigolo, parce qu'on a effectivement les tensions de sortie, on pourrait les retrouver ici. Ça peut se réutiliser. Ah oui, ça c'est du réutilisable. Donc, ici, la platine principale. Déjà, qu'est-ce qu'on reconnaît comme soc? Alors, c'est quoi cette pâte dégueulasse? C'est pas la pâte thermique, ça, hein? T'as vu ce qu'ils ont fait ici, là? Ouais, c'est une mélasse qu'ils ont coulé. Mais pourquoi faire? Ils avaient peut-être peur que ça se décolle avec la température. Tu déconnes, là? C'est de la colle, c'est de la colle au rendement température, ça. Non. Non, je sais pas, ça doit immobiliser la pièce, donc... Bon, on a ici ce qui doit être le processeur, Omega, STI 5100. 5100? Ouais. Y'a rien de plus? STI 5100 KUC. Si tu notes ça, t'as quelque chose? Bah, je vais regarder, je viens de le noter, donc.
Laisse-moi le temps d'aller voir. C'est mon ami Google. S'il va me trouver quelque chose. Oui, c'est ST, c'est pas le CFR. Oui, à Grenoble, ou je sais plus quoi, ST Microelectronics, ou je sais pas quoi. Et donc, il y avait de quoi ici foutre autre chose. Avec une découpe. C'est comme si on aurait pu mettre 2 cartes là-dedans. Tiens, c'est rigolo ça. Il y avait un modèle comme ça prévu. Ils ont prévu oui. deux lecteurs de cartes. Alors, je suis resté 5100. 5100, je trouve rien du tout. Ah. Bon, j'ai d'autres références, hein, mais... À mon avis, ça va pas être ça, du coup. Vas-y. 9 E 64 20 61. Ça va rien donner, ça. Bon, bah attends, on va regarder. Non, rien du tout. C'est des composants encore hybrides. Tu sais. Ici, nous avons ce qui ressemble à de la mémoire flash. ST HDMK2. Non, c'est pas encore celui-là. Unix. HY 5D 12 16 22 CTC. Ça ressemble à la mémoire flash, ça. Lequel? Ça. Oui, c'est de la mémoire flash. Ouais. C'est toujours mis à côté de toute façon du processeur. Ah oui. C'est ce qui contient le firmware de l'appareil, quoi. ST à SARD près de chez moi à Tours. Ah, d'accord. Et ici... J'ai un ST 5100 HD, mais ça me doute qu'ils sont mais c'est des variantes, quoi, tu vois. Ouais, c'est des variantes. Parce qu'ici, c'est installé sur un décodeur TNT. Donc, c'est pas encore tout à fait... Ça, je sais pas ce que c'est comme puce. Pas loin du lecteur de cartes. TDA 8024T. Attends. TDA 8024T. Ah, ça, on a trouvé une référence, ça, sûr et certain. En TDA, elles y sont toutes, ça. 24T, c'est de toute façon pour la gestion de la carte. Hein. C'est un NXP en plus, non? Oui, c'est ça. NXP, ouais, c'est noté. Alors, c'est pour lire les cartes asynchrones de 3 ou 5 volts. En fait, c'est le lecteur en lui-même de la carte. Voilà. C'est le système qui lire la carte. C'est logique. C'est logique. Tiens, ici, t'as vu qu'on a une espèce de carte fille, ici, qui est reliée à l'Ethernet. Oui, mais ça, c'est la réception... C'est le câble qui va se brancher là, non? Non, le tuner est en dessous. C'est que ça. Lui, il a une vis en plastique par contre pour l'attacher bizarrement le connecteur Ethernet. Oui, est-ce qu'ils ont été foutre une vis en plastique? En même temps, ce TDA, il convertit la tension de 5 à 3 volts, en dépendant de la carte évidemment. Donc, ah oui, c'est sympa. Hein. Du NXP, c'est les références pour des trucs bien propres. Hein. Application. Lecteur de carte bancaire. Ouais. Bah, c'est le même genre de truc. Hein. Ouais, électronique paiement, identification et TV payante. Voilà. Ah bah voilà. Voilà. Hop. Je suis sûr dans les entrées. Logique. Oh. À quoi ça tient, c'est encore ça? Oh, je crois que je sais ce qu'il y a en dessous. Ah. Je crois que tu sais aussi ce qu'il y a en dessous. Attends, parce que j'ai pas l'image là. Attends. Ah non, mais on voit pas là, hein. On voit pas. Voilà. Ah. Mais tu sais ce qu'il y a en dessous de ça, évidemment. Quelque chose comme je t'ai envoyé, non? Ouais, à mon avis. Mais à mon avis, pas sur les mêmes fréquences. Bah, quoique. C'est pour le câble là. Mais c'est pour le coax. Alors. Je suis pas sûr, remarque, comme il y avait la télé analogique qui transitait là-dedans, figure-toi que je suis pas sûr. Alors, la référence, c'est STI 5100. STI 5100? Ouais. Il n'y a pas un I devant? Ouais. Toi, t'as oublié de me dire un I. Oh, t'as oublié d'écouter un I. Ah non, oui, non, ça va, tu me l'avais dit, pardon. C'est moi qui l'ai pas mis. Parce que j'étais calé sur la marque du ST. C'est un décodeur pour les box low cost. Ça dit bien ce que ça veut dire. Hein. Alors, il est prévu pour deux systèmes de réception séparés.
Et il pouvait gérer en USB un disque dur, comme je vois. Ah Mémoire de 128 mégas DDR. Un port infrarouge, il pouvait y avoir aussi, évidemment, pour la télécommande. Gestion face avant, signal rouge vert bleu de sortie, lecteur de cartes et de smart card et de cartes flash. Ah, c'est ça le deuxième lecteur, c'est des cartes flash, à mon avis, qui pouvaient changer de firmware J'en ai quelques-unes ici d'ailleurs, avec des programmateurs. Bon, allez, vas-y. Nous avons là sur cette carte là où il y a d'Ethernet et puis C'est une on a une connexion RCA et une prise d'antenne. C'est rigolo Ah ça. bon? Ouais. C'est pas très À logique. mon avis, c'est le décodeur le Broadcom là qui est Ah bah le au milieu Broadcom, de oui. vol. Ça c'est le modem en fait, hein. Pour Oui, justement bah oui. cette sortie internet Oui, puisque de toute 58K façon, ou 128K, je sais plus ce qu'il vous donnait. tu récupères de toute façon un signal digital sur un câble, donc oui, il faut bien un modem pour le gérer. Ça paraît logique. On a une partie shieldée là. Ouais. La sélection de fréquence, peut-être pour la fréquence intermédiaire, les filtrages et tout ça. Qu'est-ce qu'on voit là-dessous, tu crois? Bah, prends ta passe coupante, hein. Oh non, je pense que ça se soulève au capot. C'est juste que j'aurais voulu un meilleur tournevis que ça pour le faire, mais ça se soulève, c'est juste clipsé ça, regarde. Clac, clac. Ah oui, ok. Tu vois? Oui, Alors c'est qui le bourrin de nous deux maintenant? Des fois, c'est soudé, hein. Ouais, Bon, ouais, c'est qui le bourrin de nous deux? Je veux une réponse. c'est toi. Ah. Ok, On dirait donc un- un petit quartz. On dirait un récepteur. On dirait un récepteur SSD. SDR, pardon. Récepteur SDR. Tu vois que le modem pilote la fréquence. Et d'ailleurs, il y a... C'est quoi, c'est un tableau qui est dessus? Il n'y a rien de marqué. Oui, oui. On a coché OK pour US et OK pour FTP. Ah ouais, donc... à mon avis, c'est un SDR qui va chercher la fréquence la fréquence par où les données vont transiter sur le serveur à distance, quoi, par le câble. Non, ça c'est pas juste une étiquette, c'est un truc qui était moulé dessus, là, le 00 sur cette puce-là. Ça, c'est encore une mémoire flash. C'est encore de la flash, ouais. Ah, hein. C'est ce qui contient le programme principal avec les fréquences, d'ailleurs, normalement. Donc, si on pourrait la relire Ah, et la désassembler, alors là, on pourrait rigoler un coup, hein. il y a probablement moyen. Mais c'est un peu compliqué, hein. Bon, c'est une chose. Mais ça va, t'as très ça dessoudé pour l'enlever, donc ça va. Oh là là. Et alors quoi, c'est un... Non, c'est pas un... Si, c'est un modulateur, d'accord. Enfin, c'est plutôt le... Ça, c'est un tuner avec un Ça va filtre ou quelque pas chose être dans les fréquences qui m'intéressent, ça, tu vois. Non. Ça va pas du tout être dans mes fréquences. Heureusement que tu m'as envoyé des modulateurs qui vont bien pour ça, hein. Ouais, t'as pas... Ah ouais, j'allais dire, t'as pas encore essayé, mais non, tu viens de rentrer. Donc. Bah oui, j'étais même pas dans le pays, quoi. Laissez-moi un peu de temps. Vous savez bien que je n'ai pas de temps. Et... Ton STI, c'est un processeur en 32 bits qui tourne à 243 MHz. 243 MHz? Ouais. Mais comment ça pouvait être aussi mou du genou, alors? Bah... Je sais pas, mais quand on demande des trucs graphiques ou quoi, ça devient quand même compliqué. Hein. Parce que là, dans l'interface, pardon, hein. C'était pas C'est mieux du, que l'autre, hein. c'est du MPEG 2 décodeur. MPEG 1, layer 1, 2 et 3. Layer 1, 2 et MP3. Avec du Dolby PCM. T'avais du SRS. Ah, pour les surround. Virtual surround. Oh bah. Ah. C'était vraiment virtuel, alors, hein. Oui. J'essaie de démonter un peu la face avant. Il peut gérer un écran graphique de 256 par 30. C'est juste un filtre passe-haut, nous dit Moriarty. Oui. Oui, pour éviter les fréquences un peu emmerdantes, on met un filtre. Je viens de donner des interfaces et quasi du texte superposé sur une image de fond là-dessus. Ils ont essayé de faire mieux que ça là-dessus, et c'est tout le problème d'ailleurs. Ils auraient pas dû essayer. Parce que du coup, c'était lent à crever. C'est le problème, les essais. Quand c'est pas au point. Ils veulent se la péter alors qu'il n'y a pas de puissance, ça ne fonctionne pas. Arrêtez de faire des trucs pareils. Putain, alors ça c'est clipsé dans tous les coins. Vraiment chiant à démonter ça.
Ah, on va y arriver. Ouais, vous voyez rien du tout, mais j'assume. Hein. Voilà, hop. Hein, cette petite barre-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur la face avant? Alors, qu'est-ce qu'il y a sur la face avant? Que dalle. Il est où l'écran? Il a rien. Bah. Il a rien. C'est une blague. Il y a un truc que j'ai pas compris là. Le truc infrarouge, il est où? Il est caché où? Ah non, le récepteur infrarouge, il est là. Ah bon alors, t'as 2 LED à côté et puis merci quoi. C'est vraiment le truc le plus basique qu'on peut pas faire quoi. Ah putain, oui, ça c'est pour transmettre les couleurs des LED. Mais non, mais il me semblait que ça affichait l'heure, moi, ce machin. J'ai peut-être un faux souvenir, ça fait longtemps que ça n'a pas été en marche. Donc ça l'affichait pas l'heure, en fait, ce truc. On s'est tous fait niquer. Ah ben donc du coup, notre 1V8, il sert à quoi, alors? Ben, peut-être pour des améliorations futures. D'accord. D'accord. Par contre, j'adore ce genre de pièce, t'as vu? Ça, c'est pour conduire La lumière, ouais. Ouais, et le gros, là, ici, c'est l'infrarouge qui arrive dans l'appareil, et ici, ça, c'est pour les 4 LED d'état. Et ça fait des tubes comme ça. Je trouve ça toujours assez rigolo. C'est des conduits lumineux. Ouais. J'ai quand même retrouvé une araignée dans ce décodeur que je viens de souffler, là. Ah, bien. Il y a comme des habitants. Tu as un signal analogique et une modulation hertzienne sur ton câble. Ouais. Oui. Il me semblait que ça affichait l'heure. Donc c'est complètement faux. Voilà. Vieux souvenir d'appareil que vous n'avez pas utilisé depuis un bon moment. C'était pour le modèle après. Probablement. C'est pour ça qu'il manque des composants sur la platine. Il manque plein de composants. Et là, si tu regardes ici avec les boutons poussoirs, il y en a 3, mais ils en avaient prévu une chier quand même. Hein. Ouais. En fonction du firmware. Hein. De toute façon... Probablement. Là, ce qui m'étonne plus, c'est qu'on dirait qu'ils ont prévu un second lecteur de carte, quoi. Et d'ailleurs, si tu regardes ici, tu sais, il y avait 4 pipes pour transmettre les LED, là. T'as 4 emplacements de LED, mais il n'y a qu'une seule LED de soudée, en fait. Hein. Ah oui. Donc, et je me demande, là, justement, t'as le tournevis, là. Tu vois, les 4 petites bornes. C'est pas un JTAG ou quelque chose dans le genre, ça? Les 4 petites bornes, de quoi tu parles? Tu vois la mémoire flash. Entre ton tournevis et la mémoire flash. Il y a un petit rectangle, là. Ouais, il y a un petit rectangle. Ouais. C'est pas un JTAG? Ah, peut-être. BW20, c'est marqué, mais ça ne veut rien dire. Ah ouais. Et des fois, t'as des interfaces JTAG que tu peux brancher un pour série et d'aller voir la procédure de démarrage de la machine. Ah, tu connais? Non, j'ai vaguement entendu parler, je connais pas plus que ça. Dans certains décodeurs, en Belgique, il y en a. Il y a un port JTAG, donc c'est un port série qui transmet en 9600 baud. Donc tu peux le lire avec un Arduino, ça marche très bien, parce que je le fais avec ça, quand je teste. Et tu peux voir tout le boutage du CPU, quoi, hein, avant que tu aies l'image. Tu as tout le résumé de tout ce qui met en route. C'est un peu comme si tu lances une session Linux sur un ordi. Tu as toutes les lignes de commande qui défilent avec tous les périphériques qui se mettent en route. Ça. Ouais, ça peut être sympa. D'ailleurs, c'est un JTAG, du coup, un jour. C'est là qu'on va justement chercher les pannes parfois sur les appareils. Tu as la même platine pour le saut en bicarte abonnée. Le satellite en Ah d'accord, c'est pour ça alors. Ouais. En bicarte abonnée, ça sert à quoi d'avoir 2 cartes? T'as plusieurs codages différents. Hein. Aflos, il dit sur les routeurs aussi on en retrouve, c'est comme ça que j'avais débriqué le mien. Parce que ça prend des entrées aussi? Oui, par exemple sur le Link 6, le W54GL, j'en ai beaucoup des comme ça. Hein. Je l'ai reflashé sous Linux. Et tu peux exploiter le JTAG ainsi que le port qui est à côté pour faire des ports USB ou des ports ou des liaisons RS-232, ça marche aussi parfois. Et c'est vrai que tu peux aussi débriquer quand le flash n'est pas bon. Tu peux le remettre en route, espérer de le récupérer. Ça marche. Dans 99% des cas, ça marche. Merci pour ta traduction belge-français. Oui. C'est pas encore automatique. Ah, tu sais, moi je suis souvent en France, alors on prend le pli. Hein. Ah, lui. Ah oui. Bon, je crois qu'il n'y a pas grand chose à voir de plus, pour être honnête. Hein. Ouais. On a un peu fait le tour. C'est quoi qu'est-ce qui est marqué au gros tu vois là où il y a ta pâte jaune hein, juste ouais. Ah, tu veux savoir ce que c'est que cette merde?
Il y a un grand connecteur là qui est pas soudé. Non, il y a un grand connecteur qui est pas soudé là. Tu vois? Il y a quelque chose de marqué dessus, ouais. BW4. C'est vraiment des références pourries, quoi. On dirait, tu sais à quoi ça me fait penser quand je vois ça, et le cadre blanc qui est pas fini là ici, ça on dirait les anciens câbles IDE. Mais oui, c'est justement ce que j'étais en train de penser aussi. Vraiment, hein. Parce que je vois sur le côté, t'as quand même un grand espace. C'est pas si vieux que ça que le disque dur qu'on pouvait mettre là-dessus était IDE. Bah, les IDE de disques de PC portable, tu pouvais les mettre aussi, hein. Waouh. C'est peut-être si vieux que ça, en vrai. En PC portable, avec des IDE, mais c'est vieux, quoi. Oh là là. Ok. Et alors, cette puce qui lui est arrivée à un genre de gangbang, on peut dire ce que c'est. C'est une SMSC, la marque. Donc, LAN 9215-MT. Donc, LAN 92 9215-MT. MT. MT. Il y a IDE à l'époque. Bah ouais, c'est IDE pour les gens. J'avais marqué 82, mais bon. Tu vois, comme de quoi parfois... Apprends aussi, toi, à décoder le français. Hein. Ouais, mais bon, d'habitude, ça roule cool, mais des fois, il y a des ratés. Google rate, parfois. Contrôleur Ethernet 10, 100 bases TTX. Parallèle, sur une sortie parallèle interface. Voilà. Alors, ok. Parce que, évidemment, comme il y a LAN, on s'en doutait un peu, mais... Donc, je voulais être sûr, mais donc ça doit servir à ça. Pour cette option multi-clinique tu sais. C'est moche quand même, il n'y a pas grand-chose là-dedans. Il n'y a pas grand-chose là-dedans, non, c'est sûr. 92, pas Octane 2. Dis, pour l'autre qui ont raison pour ça d'ailleurs. Pour l'autre décodeur, t'as des tournevis d'horloger, des petits tournevis en fer là, des plats. Tu vois? De quoi tu parles, tournevis en fer plat? Mais pour les torques de sécurité, parce que parfois qu'un tournevis plat, t'arrives à les faire tourner. Hein. Il faut trouver le tournevis plat qui se met un petit peu entre deux gorges. Et dans le meilleur des cas, tu casses le petit pic au milieu, et après tu peux mettre un torque. Le casser, quand il est si loin que ça dans le boîtier, je vais en chier, je pense pas. Non, c'est petit, hein, un tout petit peu de force, il va... Hop. Il va partir en courant, hein, le truc, attends. Bon, non, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, hein, c'est justement faire un cliffhanger, tu vois. Suite dans un prochain épisode. Ah, c'est sale, hein, c'est sale. Ouais, c'est sale, c'est vraiment sale, ça. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux, il faut se laisser, parce qu'après nous, y a la goupilation, et puis on revient en after review pour dire des conneries, donc vous nous suivez sur Twitter, @Nelliger, @Cyberfun69, pour voir tout ce qu'on produit d'autre comme émission, les horaires, les gens, les tout, studiorenegade.fr, c'est aussi là qu'on voit comment nous soutenir, et merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode, je vous passe la compilation, et puis on revient en after, à tout de suite. À la semaine prochaine. Hey baby, wake up from your sleep. We have arrived onto the future and the whole world is become electronic, supersonic, supersonic, electronic.